Donc, première présentation, rencontre du passé et du présent migratoire, émergence du récit identitaire franco-yukonais en milieu minoritaire à travers une recherche-intervention en art, par Marie-Hélène Comeau, originaire de Montréal. L'artiste franco-yukonaise Marie-Hélène Comeau explore sa construction identitaire nordique depuis 1992 à travers sa pratique artistique. En 2011, elle complète son doctorat en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal sur la construction identitaire franco-yukonaise. Je profite de l'occasion aujourd'hui qui m'est donnée de présenter les grandes lignes de la recherche doctorale que j'ai terminée en 2019. C'était une recherche intervention en art que j'ai fait en études et pratiques des arts à l'Université du Québec à Montréal. Et j'ai décidé de faire cette étude-là en art plutôt qu'en anthropologie, parce que j'ai une formation aussi en anthropologie. J'avais fait à l'époque une maîtrise en anthropologie sur la transmission linguistique, mais je trouvais que de faire une recherche-intervention en art allait me donner une plus grande flexibilité pour accéder au récit des gens et dans ce cas-ci, au récit identitaire des Franco-Yukonais qui, c'est une identité qui se construit vraiment dans un milieu migratoire. Oups! La deuxième. Je vais parler du Yukon. La communauté franco-yukonaise, elle est située dans un des trois territoires du Canada, nordique canadien. Et c'est une petite communauté en nombre, mais qui grandit au fil des ans. Le dernier recensement de 2016, on parlait d'environ une population totale de 38 000 personnes. Et de ce 38 000-là, il y avait 4,6 % de gens disant qu'ils avaient le français comme langue première. Maintenant, c'est sûr que le prochain recensement, je crois maintenant, on est rendu à une population de 42 000 environ au Yukon depuis ce temps-là. Donc, on va voir au niveau de la population francophone qu'est-ce qui est arrivé. Il y a toujours eu du français au Yukon de l'époque de la Compagnie de la baie du Tson, que ce soit à l'époque aussi de la Grande Ruée vers l'Or à Dawson. Il y a toujours eu une population francophone au Yukon, mais les francophones qui étaient là à l'époque ne sont pas restés. Ils sont repartis. Ceux qui sont restés se sont assimilés à la population locale qui était Première Nation ou anglophone. Donc, c'est important de dire ça parce que les gens qui sont aujourd'hui, qui font partie de la communauté franco-yukonaise, mais ne sont pas des descendants de ces gens-là. C'est des gens qui sont arrivés, qui ont des lieux d'origine différents. La population, la communauté franco-yukonaise, au fil des ans, comme je disais, il y a quand même des naissances locales. Les gens viennent d'ailleurs et au fil des ans, elle s'est dotée de plusieurs c'est doté de différentes structures. On a 2 écoles francophones maintenant. Il y a une société, un organisme porte-parole, un journal francophone, une commission scolaire. Donc, c'est une communauté qui a des outils qui lui permettent de s'ancrer, qui n'étaient pas là il y a 100 ans, par exemple. Donc, c'est ça, les gens ils ont des lieux d'origine qui sont très différents. Ils viennent de partout au Canada, beaucoup du Québec, mais de partout au Canada. Ils viennent aussi de différents pays européens et de plus en plus de différents pays africains aussi francophones. Donc, c'est une communauté qui se reconnaît par la langue. On a tous en commun la langue française, mais on ne se connaît pas nécessairement culturellement par le lieu d'où on vient. Et c'est dans ce contexte-là que se bâtit une identité franco-yukonaise. Donc, il y a ces gens qui viennent d'ailleurs, qui gardent une relation aussi avec leur lieu d'origine, qui ont des va-et-vient fréquents avec leur lieu d'origine. Habituellement, c'est pas un contexte idéal pour créer une identité, mais comme c'est le lot commun de tout le monde, de beaucoup de personnes, de la grande majorité de la communauté, je voulais voir s'il n'y avait pas des points
commun dans ces va-et-vient-là, dans ces histoires migratoires-là, qui s'insèrent dans cette construction identitaire-là franco-yukonaise. Donc, je rappelle, c'est en art que j'ai fait ma recherche. Donc, ma recherche, j'avais pour but de travailler avec des gens et des aider, des accompagner à faire un projet d'art, à créer une œuvre qui allait parler de leur histoire migratoire, de leur histoire entre le Yukon et le lieu d'où ils viennent. Je voulais pas m'attarder seulement au moment où ils sont partis. Je voulais vraiment comment, au fil des ans, cette migration-là s'intègre dans leur identité. Donc, comme c'est en art, moi, comme artiste et chercheuse, mon but, c'était de guider ces gens-là qui ne sont pas des artistes. C'était de les guider dans la création de leur œuvre, de collecter leur histoire, leur récit et ensuite d'analyser le sens que ces gens donnent à leur identité. Ensuite, donc je me suis appuyée sur différents auteurs. C'est important pour cette recherche-là que les participantes, en fait, j'ai travaillé avec 10 femmes, que ces participantes-là vivent vraiment une expérience de création telle que le vit l'artiste. C'était important qu'elles plongent dans le sens de leur création afin que les données que j'allais collecter à la fin soient pertinentes. Donc, je me suis basée beaucoup sur les écrits de Pierre Gosselin qui expliquent vraiment la dynamique de création qui est vécue par l'artiste. Alors, les participantes devaient arriver, ma job, c'était de les aider à vivre cette expérience-là. Je me suis aussi appuyée sur les propos de Paul Ricoeur qui parle de l'identité narrative. Elle devait, le projet, l'œuvre qu'elle devait faire, chacune d'entre elles devait parler vraiment de leur histoire. Leur œuvre devait être un micro-récit de ce qu'elles ont vécu, de leur histoire migratoire et identitaire. Donc, Paul Ricoeur parle de l'identité comme étant comprise que dans sa narration, en fait. On parle de nous-mêmes, qui on était, qui on est aujourd'hui. Et ensuite, les données étaient à la fin compilées et analysées sous la loupe des écrits de Jimmy Thibault, qui parle des espaces identitaires traditionnels d'habitation, l'espace historique pour le passé et géographique, culturel et social pour le présent pour ce qui est de ma recherche. J'ai donc travaillé avec 10 femmes franco-yukonaises. Deux venaient de la France, une de l'Ontario et les autres du Québec. Je voulais m'assurer qu'il y ait une grande variété dans le nombre de mes participantes ou les histoires, en fait, que j'allais collecter. Donc, certaines étaient arrivées au Yukon à l'âge de 20 ans, 40 ans, 55 ans. Certaines ont eu leurs enfants au Yukon, leurs petits-enfants. D'autres, enfants et petits-enfants, sont restés dans leur lieu d'origine. Elles sont arrivées, c'est ça, pour des différentes raisons aussi. Alors, je voulais avoir un portrait un peu global pour voir s'il n'y avait pas des éléments communs malgré ces histoires différentes-là que j'avais avec moi. Elles devaient créer une œuvre d'art, chacune d'entre elles, et dans leur œuvre, je leur ai demandé d'intégrer un objet du quotidien qu'elles avaient apporté avec elles de leur lieu d'origine. J'ai fait appel à l'objet du quotidien parce que tous les objets du quotidien qui nous entourent ont tous une histoire. On se souvient d'où ils viennent, avec qui on était quand on les avait, qui nous a donné ces objets-là. Donc, je les ai invitées à intégrer un objet qu'elles avaient apporté avec elles du lieu d'origine. Je devais aussi intégrer un objet de leur quotidien, de leur vie yukonaise et parler de ces va-et-vient qu'elles faisaient avec leur lieu d'origine. Et en utilisant en fait l'objet banal comme ça du quotidien, tout de suite, elles ont plongé tête première dans leur histoire. Et c'est ce que je voulais pour que leur œuvre ait du sens pour elles. Sinon, je passais à côté
de mon objectif. Donc, pendant 2 mois, ils ont travaillé, j'ai transformé le sous-sol du Centre de la francophonie à Whitehorse, je l'ai transformé en atelier d'art. Elles ont travaillé pendant 2 semaines avec moi. Je les ai accompagnées, donc à tous les samedis matins de 10h à 2h à 14h, on travaillait ensemble. On avait des discussions au début du projet et ensuite je leur donnais des, je vais vous montrer ici, elles avaient des ateliers, je donnais des présentations de différentes techniques de création et ensuite elles travaillaient de leur côté. Pendant les ateliers, moi je prenais des notes, des photos, j'avais un journal de bord. On a eu des discussions aussi enregistrées et avant le début des ateliers, j'ai fait des entrevues courtes avec les participantes et à la fin, j'ai sélectionné 5 participantes et j'ai fait des entrevues longues avec elles. Donc, à la fin de nos 8 ateliers, de nos 2 mois de travail, elles ont pu présenter au groupe, elles avaient 15 minutes pour présenter leur projet, leur œuvre, mais en fait, c'est qu'elles présentaient leur vie, un pan de leur vie, un pan de leur histoire. Et ce fut un moment communautaire assez mémorable, très fort, beaucoup de larmes, beaucoup de rires. Ce projet d'intervention en art-là a permis aux participantes vraiment de réfléchir à leur identité, de partager leur histoire, d'écouter l'histoire de l'autre. Et ce que moi, je n'avais pas réussi à faire lorsque j'ai fait ma recherche en anthropologie, lorsque j'avais fait ma maîtrise de façon plus conventionnelle avec un questionnaire. Donc, des 10 participantes, les 10 sont restées jusqu'à la fin des 2 mois et elles ont, j'ai choisi, j'ai sélectionné 5 histoires avec en tête aussi des origines, des histoires différentes pour regrouper des éléments communs. Et je dirais pour conclure que la recherche-intervention en art offre en fait des avenues vraiment intéressantes, je trouve, pour les communautés francophones en milieu minoritaire pour différentes raisons. Ça donne une plus grande flexibilité aux chercheurs, aux participants aussi. Les participants vivent la recherche différemment aussi. Ils ont le temps de réfléchir pendant ces 2 mois de création-là. Les gens ont vraiment eu le temps de réfléchir, de revenir à des pans, à des moments de leur histoire. Il y a une relation intéressante qui s'installe aussi entre le chercheur et les gens qui permettent aussi de peut-être contourner un certain stress qui pourrait s'installer par rapport à la recherche. Je pense à l'insécurité linguistique. Ça peut être intimidant d'être devant un chercheur, alors que lorsque on a le temps d'établir une relation, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins intimidant peut-être pour les participants. La recherche-intervention en art aussi vient, moi en tant qu'artiste, ça a eu un effet sur mon rôle, mon rôle social en tant qu'artiste. Être un artiste en milieu minoritaire, on est souvent des animateurs culturels d'ateliers on peut donner un atelier en français, alors que pour la première fois, j'avais un rôle social différent, j'avais un impact, je pouvais faire un changement puis permettre cette rencontre communautaire-là. Puis, le récit de vie est beaucoup plus enrichi si je compare aux autres recherches que j'avais faites précédemment. Et c'est un avantage pour l'artiste de sa communauté. L'artiste de sa communauté connaît les enjeux que vive sa communauté. Alors, c'est intéressant lorsque l'artiste fait une recherche en art. J'ai fait ça avec des ateliers d'art, mais ça aurait pu avoir une autre forme. Ou ça serait intéressant, c'est intéressant aussi si lorsqu'il y a des ethnologues, des sociologues qui viennent étudier des communautés en milieu francophone, en milieu minoritaire, d'y avoir une association avec l'artiste local, ça pourrait aussi enrichir beaucoup les données collectées
durant la recherche. Alors voilà, je vous invite à vous intéresser à la recherche-intervention en art. Merci. Merci beaucoup. J'ai peut-être raté, peut-être je ne l'ai pas capté, mais ça a été quoi les grands constats de l'expérience en termes identitaires? Est-ce qu'il y avait des éléments qui revenaient, des grands constats de votre étude? Oui, en fait, lorsque j'ai, à la fin de la recherche, lorsque j'ai analysé tout ça, ce qui ressortait beaucoup des constats, c'était la relation, le lien de la langue française avec le lieu d'origine, en fait. Les gens sont partis, la majorité des gens sont partis de leur lieu d'origine, pas en désaccord avec ce lieu-là. Ils gardent un lien affectueux et cette façon-là de garder ce lien-là, c'est de continuer de vivre en français. Au Yukon. Donc, il y avait beaucoup, c'est une des choses qui est ressortie beaucoup. Et peu importe l'histoire migratoire, les gens, bien que leur histoire soit différente, chaque personne a pu retrouver des éléments communs dans ces histoires-là, que ce soit dans le départ de leur lieu d'origine, leur façon de s'intégrer et de vivre en français au Yukon, de s'intégrer à ce territoire-là qui est plus grand que nature, des liens d'amitié aussi dans ce contexte-là identitaire franco-yukonais où les liens d'amitié se transforment en liens familiaux, en fait. C'est des liens très, très forts. Et c'est ces liens-là aussi qui forment la trame de fond de cette communauté franco-yukonaise-là. Et c'était la raison pour laquelle je voulais m'intéresser vraiment au récit des gens, au micro-récit des gens, pour comprendre cette plus grande histoire-là communautaire. Parfait, merci. Peut-être que le lien prend plus d'importance étant donné un ancrage territorial qui est peut-être plus faible. Les liens d'amitié? Oui, ça Ben, prendrait. ouais, les gens n'ont pas leur famille ici. Les gens sont tous Ah, partis. aussi. Donc, ça prend le relais, en fait. Les liens d'amitié prennent le relais et deviennent... Et oui, avec le temps, il y a une participante qui était au Yukon depuis 35 ans et elle, son expérience, c'était que ces liens d'amitié sont devenus des liens familiaux, alors que ces liens familiaux, elle retourne régulièrement avec, mais ces liens avec ses frères et ses sœurs sont devenus plus des liens d'amitié avec eux. Donc, il y a... Merci.